faisiez pas l'autopsie? Non, on fait toujours des descriptifs externes. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui 2 fois, avec des corps qui sont retrouvés, ça fait des mois, qui sont abandonnés ou dans la pampa, ou alors, ou dans la nature, ou chez eux. On fait toujours des descriptifs. Et à ce moment-là, on utilise, à l'IML, on a la chance d'avoir une anthropologue, c'est-à-dire une dame qui nous dit est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il est de type caucasien, est-ce qu'il est de race blanche a priori, quel âge il peut avoir. On a énormément d'enseignements. Donc on fait toujours des descriptifs, on fait toujours des radios. Bientôt on va faire des scanners. Et là on pourra savoir énormément de trucs. L'intérêt de faire des descriptifs, c'est d'essayer de trouver des choses un peu extraordinaires. Par exemple, est-ce qu'il y a des cales osseux qui peuvent résulter de fractures anciennes? Quel est l'état dentaire? On va faire des empreintes dentaires. Ça vaut toujours la peine. Non, on peut autopsier un crâne, hein. C'est pas un problème. Mais souvent, on n'a pas grand-chose d'autre. On autopsie une tête. On peut recevoir une réquisition pour autopsier une tête. Et on va décrire la tête, on va décrire comment elle a été coupée. On répond toujours à la réquisition. C'est vrai que des fois, on n'a pas grand-chose. Vous savez que là, la semaine dernière, on a trouvé, lors du chantier de la Samaritaine, il est quasiment fini le chantier de la Samaritaine, on a trouvé des ossements. Donc, arrêt net, du travail de fouille, etc. Et donc, tout le monde cherche. C'est où ça? C'est une catastrophe. Hein, quand vous construisez une maison, quand vous construisez une route, et que vous vous retrouvez à un moment quelconque avec des ossements, ou vous dites rien, ou c'est la cata. J'ai le souvenir d'avoir fait une levée de corps il y a une dizaine d'années à Versailles. C'était des bonnes petites familles bourgeoises, la trentaine, qui avaient acheté une maison et pavillon. Et ils avaient décidé, ils trouvaient que la cave était super, mais sauf que la cave était voûtée et qu'on pouvait quasiment pas s'y tenir debout. Donc ils avaient décidé, avec tout un tas de copains, ils allaient creuser. Donc ils allaient tout sortir, de façon à descendre le niveau de 20, 30, 40 cm. Je ne sais pas quelle était leur intention, quoi. Sauf que... Et quand ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé des ossements. Donc dans le tas, il y avait des professions libérales, dont un avocat, qui a dit ouais, mais moi non, moi ça le fait pas. Là, vous appelez la police, vous appelez un magistrat. Et donc un dimanche soir, je me rappellerai toujours, je suis arrivé en pleine fête, puisqu'ils avaient l'intention de faire un grand pot pour récompenser tout le monde d'avoir creusé. C'était un peu fun au début, mais ce n'est pas fun du tout à la fin. Ah bah oui. Mais dans le cas de la Samaritaine dont vous parliez, est-ce que vous arrivez à faire la différence si c'est un homme du XVe siècle ou un homme qui a été mis là il y a 3 ans? Ça c'est la théorie, mais en fait on ne sait pas. Dès l'instant où l'os il est isolé, vous ne pouvez pas dire si c'est un os qui a 10 ans, 50 ans, 200 ans. Ah ouais? On ne peut pas. Mais comment on dit, par exemple pour Lucie, que c'est carbone 14. Et maintenant on arrive on fait des études d'ADN. Et avec l'étude d'ADN, on arrive à savoir quels étaient les groupes ethniques qui étaient dans le coin. Bon, Lucie, c'est du carbone 14 pur. Mais on arrive par exemple à savoir que certains corps correspondent à certaines migrations. Chaque époque a un type de personne. Donc vous avez... c'est comme ça qu'on sait par exemple que l'homme de Néandertal était présent dans le sud de la France, et qu'il s'est mélangé avec l'homme de Cro-Magnon à la même époque. L'homme de Néandertal, il disparaît il y a 20 ou 30 000 ans seulement. Et on sait qu'il y a eu des croisements. C'est-à-dire que des hommes et des femmes de Néandertal ont copulé avec des femmes et des hommes de Cro-Magnon. Et je crois qu'il y a entre 5 et 10% des gens qui sont porteurs de gènes de Néandertal. Et ça va de plus en plus se répandre, parce que maintenant c'est un grand melting pot, tout le monde fréquente tout le monde, quoi. À l'époque, il y avait une endogamie, les gens se mariaient entre eux. Oui, c'est fini, ça. Bah oui. Non, Comment on peut savoir continue, qu'on a hein. du sang? Ça continue. Allô? Ça continue, les gens se marient toujours. Oui, j'espère bien. Non mais entre cousins, frères, bref. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une histoire qui est sortie il y a 48 heures.
d'un couple qui s'est marié, qui a eu un enfant, et ça s'est révélé qu'ils étaient frères et sœurs. Demi-sœurs, Ils ouais, ne le savaient pas. Non. Non, ils le savaient pas, ils ont été séparés à la naissance ou je sais pas Ouais. quoi. Ah. Et après, ils se reconnaissaient pas, ouais. Et c'est Ça en- devrait pas arriver, mais ça arrive. Comment qu'ils ont su Moi, ça Je fait sais mal. plus c'est comment qu'ils ont appris Je connais pas. C'est quand même des cas extrêmement rares, de toute façon, c'est vraiment... C'est le premier cas, et d'ailleurs, c'est pas un problème. Ça aurait pu poser des problèmes pour l'enfant lui-même, parce qu'il aurait pu avoir des tares. Mais là, en l'occurrence, ça pose un problème légal. C'est-à-dire que qui est le est-ce que c'est un cas d'inceste et quel nom on va lui donner? Est-ce qu'on va lui donner le nom du père, le nom de la mère ou... C'est vrai. Mais dans le cas donc, des galeries Confus Lafayette, entre c'est peut-être que les familles. travaux là, ils sont suspendus Ouais. jusqu'à la fin de l'enquête. L'enquête, ça va être à partir du moment où vous avez un groupe spécial archéologique qui débarque et qui va arriver avec son petit plumeau et qui va nettoyer pendant des semaines et des semaines. Et tant qu'ils trouvent quelque chose, les fouilles ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils vont descendre 10 cm par 10 cm par 10 cm. C'est même moins que ça. Ça peut Hein. durer combien de temps? Ah, ça peut durer des mois. Hein. Ouais, mais- Certaines routes, ça a duré des années. Hein. C'est des anciens Un tracé d'autoroute qui traverse un champ où on trouve des ossements. Faut faire tout le champ quoi. Ah, ils doivent être contents là. Ah oui, ils ont tout faux. Hein. Mais c'est souvent des anciens cimetières, non? Oui, à Paris, oui. Vous vivez là, à Paris, il y a autant d'habitants au-dessus qu'en dessous. Là, en ce moment, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Bah, vous avez ici, enfin, on est sur une nécropole gallo-romaine. Hein. Oui, ici, juste en dessous. C'est vrai, c'est vrai. Là, ici, vous avez, dans l'axe Pitié, Cochin, Quartier Latin, en dessous, c'est un régal quoi, pour quelqu'un qui veut chercher. Vous savez, On n'est pas tout seul. C'est ça, c'est bien. vous avez des nécropoles avec des salles entières de crânes. Monsieur Messier, il y a une question. Oui. Généralement, quand on est censé réaliser une volonté d'un défunt, si par exemple quelqu'un qui veut être enterré aux catacombes, enfin, qui veut aller là-bas, est-ce qu'il peut ou pas? Non. Bon, c'est parce que les catacombes ne sont pas un cimetière communal. D'accord. C'est non. Mais c'est. Un ossuaire. Oui, mais. Mais il faut d'abord passer par le cimetière avant d'aller à l'ossuaire. Oui, C'est un mais lieu déjà public décomposé. Oui, c'est un lieu public en plus. Mais aujourd'hui, les catacombes, d'accord, c'est un lieu public et touristique. Et c'est un ossuaire, point final, qui n'est plus utilisé. D'accord. Mais il faut quand même être totalement décomposé par l'action du cimetière communal avant de se retrouver là. C'était un milieu vachement intéressant pour faire vieillir les corps parce que c'est relativement sec, il y a peu de putréfaction et surtout c'est bâti sur des carrières, on a des dizaines de mètres de carrières, on est sur des dizaines de mètres de carrières. La montagne Sainte-Geneviève, qui est juste à côté, là, quand vous allez vers le quartier latin, la montagne Sainte-Geneviève, en dessous vous avez des dizaines de mètres d'excavation. Sous ma tour, de 24 étages, qui en fait, elle est comme ça, elle en fait 30, ils ont injecté dans le sol la même hauteur, 70 mètres de béton, de façon à pouvoir asseoir la tour elle-même. Parce que c'était que des carrières. C'était des carrières qui étaient utilisées pour faire pour sortir du sable, pour construire tout un tas de choses. Donc il y a beaucoup plus d'histoire en dessous qu'au-dessus. Oui, c'est vrai, hein. À Paris. Si vous voulez, on reprend Oui. après cette page culturelle. Grave. On repart, c'est bon? Oui. Ah, la page culturelle est enregistrée. En plus. Si j'avais su, j'aurais été meilleur encore. Ok, la plèvre. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre, la plèvre, cette notion de plèvre. Qu'est-ce que c'est la plèvre? C'est une membrane. C'est une membrane qui recouvre complètement le poumon, qui recouvre complètement le grille costal à l'intérieur, c'est-à-dire la cavité thoracique, et qui recouvre complètement le diaphragme. Ça recouvre tout, donc, mais le principe d'une plèvre, c'est que elle sert d'espace de glissement. Démonstration. C'est pour ça que j'avais besoin de mon sac plastique. Voilà, je vais mettre quelque chose dedans. Un gobelet. Vous voulez?
Plus qu'un degré. Permettez mettre votre bouteille à la poubelle. Voilà, c'est ça. Donc ça, oui, super. Ça, on va dire que c'est le poumon. Ok. Donc vous avez la plèvre, qu'on appelle la plèvre pulmonaire, c'est la plèvre viscérale. Il y a d'autres exemples de plèvre au niveau du cœur, c'est ce qu'on appelle le péricarde, au niveau du testicule, hein, c'est toujours le même principe. Donc le poumon, il est recouvert d'une membrane, et cette membrane est relativement humide, elle est très élastique, et elle est relativement humide, elle est parfaitement extensible, et surtout, bon, le principe, regardez bien ce que je fais, ça c'est le île, ok? Ici c'est le île. Donc dans cette zone-là, ici, vous avez la bronche qui rentre, l'artère pulmonaire, les deux veines pulmonaires qui rentrent. Et tout ça, ça va s'attacher sur la paroi thoracique. Okay. Il n'y a pas d'espace entre les deux. C'est complètement fermé. C'est un espace virtuel. C'est un espace de glissement. Quand vous respirez à fond, il y a une espèce d'effet de succion. La plèvre viscérale va rester collée, comme c'est du vide, va rester collée contre la plèvre pariétale. Ok? Donc vous avez ici, par exemple, on va dire que ça c'est le poumon debout. Là vous avez la plèvre pariétale qui est collée sur le diaphragme, et tout autour, la plèvre pariétale qui est collée sur le poumon, sur la grille costale. Ok? Quand vous respirez à fond, tout ça, à chaque fois, augmente, diminue. Et c'est le fait que les muscles, le diaphragme qui descend et les muscles qui augmentent, vont attirer le poumon. C'est un effet de succion. L'espace, il est virtuel. Si vous avez quelque chose dans cet espace entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être quoi? Ça peut être du pus, ça peut être du liquide, ça peut être un épanchement, ça peut être du sang, si vous avez une plaie, ça peut être de l'air, si vous avez ce qu'on appelle un pneumothorax. Mais du coup, la plèvre pariétale, elle est collée que au poumon gauche? Non, la plèvre, c'est la même chose à droite qu'à gauche. La plèvre pariétale, elle est collée aux grilles costales et au diaphragme. Okay. La plèvre viscérale, elle est collée au poumon lui-même. Mais c'est exactement la même membrane qui tapisse l'ensemble. La plèvre viscérale et la plèvre pariétale, c'est exactement le même tissu qui se réfléchit, on dit, hein, qui se reproduit là, à ce niveau-là. Ok? Retenez cette image. Merci. Je remettrai la poubelle à la place. Alors, si vous avez un problème, par exemple, de pneumothorax, c'est quoi un pneumothorax? C'est une bulle d'air qui se constitue entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Et cette bulle d'air, elle va avoir tendance, spontanément, souvent, à augmenter. Si vous avez une plaie et du sang entre les deux plèvres, viscérale et pariétale, spontanément, ça va descendre. Le pneumothorax, la bulle d'air, spontanément, elle va monter. Okay. Si vous avez une plaie par arme à feu ou une plaie par arme blanche qui saigne beaucoup avec une plaie pulmonaire, vous allez avoir de l'air en haut et du liquide, du sang en bas. D'accord? Ça, c'est mortel dans les demi-heures ou les trois quarts d'heure. Okay. À côté de ça, si vous avez eu, quand vous étiez môme, une pleurésie, c'est-à-dire une atteinte de la plèvre, vous avez du pus entre les deux plèvres. Et les deux plèvres restent collées. Ce qui n'est pas du tout fonctionnel, c'est pas du tout idéal comme situation. Donc vous avez, à l'autopsie par exemple, on va être obligé de décoller le poumon de la paroi thoracique. Alors que normalement, les deux viennent tout seuls. Vous demanderez à mon collègue, à Gandon, quand il fera l'autopsie,
vous réexpliquer éventuellement de façon à bien comprendre cette notion. Mais là, quand on fait le topo, quand on fait le cours, c'est simple, sauf que quand vous faites l'autopsie, bah, on est dans du sang, hein, et le poumon, dès l'instant où vous avez retiré le grille costal antérieur pour ouvrir, bah, plus rien n'est évident. C'est-à-dire que le poumon qui était collé à la paroi, bah, d'un seul coup, il se casse la figure. Okay. Donc, un feuillet viscéral accolé au poumon, qui englobe complètement le poumon, c'est-à-dire qu'il va aussi dans les scissures, et un feuillet pariétal, avec de la plèvre thoracique, tout autour du grille costal, et une plèvre médiastinale qui tapisse la face interne du médiastin et le diaphragme. Donc le feuillet, c'est une plèvre? C'est le même tissu qui change de nom, en fait. Donc c'est pareil. Le même tissu qui recouvre le poumon, qui s'appelle plèvre viscérale, se continue au niveau du huile, tout autour de la poche, qui n'existe pas en pratique. Et ça s'appelle la plèvre viscérale. Avec un peu de chance, lorsque vous verrez l'autopsie, si vous avez un poumon qui est un peu gonflé, vous comprendrez très facilement. Quand vous faites l'autopsie de quelqu'un qui est mort de façon assez brutale, où les poumons ne sont pas congestifs, où les poumons ne sont pas œdémateux, le poumon se casse la figure. Okay. Et c'est un peu moins évident. Mais retenez que c'est le même tissu qui se continue au niveau du huile. L'intérêt, c'est que ça donne une surface de glissement. Je vous expliquais tout à l'heure, cette plèvre qui se situe au niveau du diaphragme, elle va monter et elle va bouger énormément. Elle va réduire complètement la capacité du poumon, et quand il y aura une grande inspiration, que le diaphragme va descendre, ça va abaisser complètement tout l'ensemble et ça va remplir le poumon. Comprenez l'intérêt pour quelqu'un qui doit faire qui doit accumuler de l'oxygène, comme celui qui fait de l'apnée, l'intérêt de développer ses capacités respiratoires. Donc comment il peut faire? Il va augmenter l'espace qu'il a entre chaque côte, il va augmenter l'espace qu'il peut gagner en descendant son diaphragme par une respiration abdominale. Donc il va descendre son diaphragme. Donc vous avez des bonhommes qui sont gros comme ça, avec des diaphragmes qui sont très bas et qui vont tasser tous les organes abdominaux. Lorsque vous faites de la plongée, la pression, dès l'instant où vous êtes à plus de 30 ou 40 mètres, la pression est telle que vos organes abdominaux sont refoulés. Vous avez une pression externe. Vos organes abdominaux refoulent le diaphragme. Donc vous diminuez encore un petit peu votre capacité respiratoire. Voilà la même image. Donc on monte de la 9e à la 7e côte, on monte de 7 à 8 cm. Ça c'était la vue de face, ça c'est la vue latérale. Le diaphragme. Le diaphragme, c'est le plus gros muscle de l'organisme. Si vous le découpez tout autour du bonhomme, c'est-à-dire ici comme ça, et que vous le mettez dans une balance, vous avez plus d'1,5 kg. C'est plus gros qu'un quadriceps. C'est plus gros que le muscle de la cuisse. C'est épais comme ça. Et chez quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui fait du sport, c'est quelque chose qui est véritablement capable de provoquer des contractions très, très importantes. Ce qu'on appelle la coupole diaphragmatique. Il y a 2 coupoles diaphragmatiques. Et bien évidemment, dans cette coupole diaphragmatique, il y a tout un tas de choses qui passent. Il y a l'aorte, il y a l'ésophage, il y a les vaisseaux, la veine cave inférieure. Et ça, c'est de l'anate, c'est plus de la ventile. Alors, il y a des muscles respiratoires accessoires. Ces muscles, c'est les muscles intercostaux, bien évidemment. Des choses qu'on peut développer, mais c'est
spécialisés, les muscles du cou, les muscles ici susclaviculaires. Si vous voyez Ça un... existe vraiment le muscle subclaviculaire. Normalement, vous ne le voyez jamais, mais vous le voyez chez un enfant qui est en grande détresse respiratoire. Vous le voyez chez un asthmatique qui est en grande détresse respiratoire. Vous voyez qu'il sollicite ces muscles-là. En fait, vous avez des muscles qui vont venir tirer en quelque sorte le dôme pleural. C'est pas tous les jours que ça sert. Voilà une autre image. C'est bon pour tout le monde? Vous réfléchirez à cette image de la bouteille dans le sac, hein, ça vous reviendra. Alors, ensuite, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce système de clapet, là, pour que ça soit fonctionnel. Alors, vous avez, quand quelqu'un est en train d'avaler, vous avez à gauche ce qu'on appelle le bol alimentaire. En fait, on va dire que c'est un aliment. Ça peut être du liquide, mais c'est surtout pour les besoins de la démonstration, ça va être un morceau solide. Là, vous avez le morceau qui est mis sur la langue, et la langue, par un mouvement de bascule, envoie le morceau ici, qui va descendre l'oro et le pharyngolarynx, l'oropharynx. Et ici, au niveau du laryngopharynx, il va passer. Pour que ça puisse fonctionner, cette affaire-là, il faut que l'épiglotte, ici, se ferme. Parce que sinon, c'est la fausse route. Alors, qui est-ce qui fait des fausses routes? En général, c'est plutôt... ça se voit en institution, ça se voit surtout en institutions, chez personnes âgées, avec des gens qui ont des atteintes du carrefour laryngé, mais ça se voit surtout chez des alcoolos tabagiques. C'est le type qui, à force d'alcool, à force de tabac, et les deux en particulier, arrive à une quasi-anesthésie au niveau du carrefour, au niveau de l'épiglotte, et n'a plus la notion exactement de la position du clapet. Alors, typiquement, c'est le bon mangeur, le bon vivant, qui est assis à table, qui se prend un morceau de daube gros comme ça, c'est de la taille de ce qu'on retire habituellement, hein, et qui parle, boit des fois, et le morceau passe, sauf que il n'arrive pas au bon endroit où il était prévu, parce qu'au moment où le morceau tombe, l'épiglotte est debout, et ça va s'incarcérer dans les cordes vocales. Alors ce que l'on décrit classiquement, c'est quelqu'un qui est à table, qui d'un seul coup devient blanc, et s'il pouvait parler, il ferait le diagnostic, mais il se met la main comme ça, ce qu'on appelle le signe d'Heimlich. Il se porte la main comme ça au gosier, et la seule chose qui va le sauver, c'est le fait qu'on lui fasse une manœuvre. Alors la manœuvre, c'est ou lui taper dans le dos, ce qui est rarement une bonne idée, ou de faire ce qu'on appelle la manœuvre d'Heimlich. La manœuvre d'Heimlich, c'est un truc qu'on a arrêté d'enseigner aux secouristes, parce que ça faisait plus de mal que de bien. C'est de passer derrière la personne. On passe derrière cette personne, on lui met le poing comme ça dans le creux xiphoïde, dans le creux de l'estomac, et manœuvre très violente. Pourquoi ça faisait plus de mal que Parce que ça fait plus de mal que de bien, parce qu'elle était faite plus fréquemment devant des gens qui faisaient des malaises cardiaques que devant des gens qui faisaient des fausses routes. Donc il faut un petit peu de feeling, quoi. Si vous avez quelqu'un qui est en train de faire un malaise cardiaque, vous lui faites une manœuvre d'Heimlich, il part pas gagnant. Hein. Et la manœuvre d'Heimlich, ça ne supporte pas la médiocrité. Donc il faut la faire bien. C'est une manœuvre à un coup. C'est au niveau de l'appendice xiphoïde, c'est ça? Xiphoïde, tout à fait. Voilà. En fait, ce qu'il va falloir vider, C'est là, quoi. c'est pas l'estomac. Parce que souvent, ça donnait lieu aussi à des régurgitations. Quand vous passez le poing sous le diaphragme, que vous faites une manœuvre brutale, vous allez provoquer une colonne d'air. Et cette colonne d'air est censée expulser le morceau. Si je peux vous conseiller un film, c'est Miss Doubtfire. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Il y a une très très belle manœuvre d'Heimlich. Madame Doubtfire. Je cherchez pas la petite bête. Hein. Madame Doubtfire. C'est Miss, c'est pas Miss, donc c'est Madame Doubtfire. Donc il y a une très belle manœuvre d'Heimlich qui est faite, qui expulse, que je sache, une crevette à la sauce piquante. Voilà. Donc c'est très spectaculaire. Maintenant, si on voit quelqu'un s'étouffer, oui, c'est ça. Si vous êtes secouriste, Oui, on peut quoi?
Et bah, Bah, on vous demande, pour le moment, on vous demande de rien faire. Ah bah ouais, la personne elle est en train de mourir quoi, en gros. Vous appelez les secours, faites le 15. Mais le temps qu'ils arrivent. Mais t'es censé rien faire. On ne, Bah, je sauf suis s'il pas a là. fait la journée Personnellement, de- je vous l'avais dit, je crois, je suis médecin urgentiste. Ouais. Moi, je sais bien ce que je vais faire. Oui. Mais si vous avez quelqu'un dans la famille qui a le profil dont je vous dis, qui est gros mangeur, et que vous êtes quasiment persuadé qu'il a pris un gros morceau et que c'est resté en travers, vous passez tout de suite derrière lui et vous lui faites la manœuvre des miches. Spontanément, il ne va pas rester assis en général. Et ben ouais. Donc vous le cueillez comme ça à l'arrache, vous lui mettez le poing, et comme je vous dis, c'est une manœuvre à un coup. Bah Ok. oui. On peut la faire aussi sur quelqu'un de couché. Et chez un très jeune enfant, 3-4 ans, en général, il a avalé la bille, ou il a avalé la cacahuète, ou il a avalé la chaussure de Barbie, ou le Lego. C'est ça le grand classique. Donc là, vous pouvez faire une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Moffenson, qui est encore plus risquée que ça. Oui, tout à fait. C'est quoi cette manœuvre? La manœuvre de Moffenson, c'est que vous prenez l'enfant, en général c'est un enfant qui a 2 ans, Mais la tête à l'envers. ce qui n'est pas complètement insensé, mais encore une fois, on ne peut pas recommander ça aux gens. La manœuvre de Moffenson, c'est que vous prenez l'enfant, vous le mettez la tête ici, le tronc ici, les bras ballants en avant, les pieds ballants en arrière, et vous le tapez avec la violence à peu près de ça. Oh, mais c'est On tape comme ça. Bah, on a des mannequins dans les services d'urgence, on a des mannequins pour apprendre aux puéricultrices en particulier à faire cette manœuvre de Moffenson. Spectaculaire. Ouais. Vous regardez, vous allez sur le net, vous cherchez manœuvre de Moffenson, manœuvre d'Heimlich. Le tout, c'est de faire quelque chose, encore une fois. Si vous appelez le 15, bah, dans tous les cas, si le type il a effectivement un morceau de dope dans le gosier, c'est perdu. Hein. Donc il va bien falloir faire quelque chose. Bah ouais. La mauvaise idée que vous pourriez avoir aussi, c'est d'aller chercher le morceau au doigt, parce que le gars, de manière assez régulière, fait une crise convulsive juste avant de décéder. Ah ouais, donc c'est... Voilà, donc la manœuvre des niches, c'est une manœuvre à un coup, qu'on peut faire sur quelqu'un de couché, sauf que ces gens, très souvent, ils font pas pour rien une fausse route. Comme je vous disais, ils sont alcoolos, tabagiques, ils sont souvent balèzes, hein, ils ont souvent l'estomac plein, voilà, parce qu'ils ont fait des entrées avant de prendre la daube, hein, ok. Voilà, donc ce qui ne devrait jamais arriver, et ce dont on a fait la démonstration. La protection pulmonaire, alors je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. L'air nasal, réchauffé, humidifié, dépoussiéré grâce au poil du nez. Le tapis roulant des trachées des bronches. Et au niveau des artères pulmonaires, les macrophages. Les macrophages, c'est une variété de globules blancs. Je vous ai dit, les macrophages, ils prennent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Hein. Mais si les morceaux sont un peu trop gros, ils vont aller les porter à la surface par un système qui n'est pas le système aérien, qui est un système capillaire, et ils vont les déposer en surface. Donc vous avez les gens qui anthracose, ça veut dire quoi anthracose? C'est l'anthrax, c'est le charbon. Donc vous avez des gens qui ont respiré toute leur vie des poussières de charbon, ils ont à 45 ans des poumons qui sont quasiment noirs, okay, et qui sont fibreux. Les macrophages, c'est les globules blancs. Aussi. Blanc, ouais. C'est une variété de globules blancs. C'est eux qui s'occupent, c'est les videurs. Mais on n'arrive pas à vider les poumons de tout ce qu'on respire. Non. Ici, a fortiori, les poussières que vous avez, mettre un masque quand vous faites du vélo ou quand vous marchez, c'est inepte. Là. Parce que ce que vous respirez de toxique, c'est microscopique. Et ça n'est pas arrêté par les masques. Si vous deviez circuler avec un masque qui arrête toutes les particules nocives, il faudrait que vous soyez en chaise roulante, hein, parce que vous seriez incapable de faire un effort. Donc les masques que vous trouvez dans le commerce ne sont pas adaptés à arrêter les particules. Ils sont pas non plus adaptés pour le formol, non? Ça... Non, c'est des masques juste pour éviter d'inhaler les particules les plus grosses. Quoi. Voilà, donc, mais ils sont pas vraiment... les petits masques qu'on a comme ça... Quels petits masques? Vous parlez desquels? Celles que vous utilisez pour le boulot ou... P3, ouais, pour le boulot, pour le formol. Ok, non, ça c'est autre chose. Ça vise à vous protéger d'autre chose. Ils vont arrêter
des particules en suspension, des virus, des microbes, Ça, des c'est choses une comme ça. réelle efficacité. Non, mais surtout pour nous protéger du formol initialement. Enfin, Ouais. ça a une réelle efficacité. Mais à ce moment-là, il faut que le masque soit relativement complet. Et ce masque est imprégné. Alors que le masque que vous allez utiliser alors que vous êtes en train de faire un effort de marche ou de vélo, lui, il n'est pas imprégné. Et il ne va pas arrêter les particules. Donc comme Ah. les Japonais qui mettent tous des masques. Oui, on en voit pour beaucoup, hein. protéger, ça sert à À rien. moins que ça ait changé. Enfin, dans tous les cas, ces masques sont complètement inefficients sur la pollution. Ce que l'on essaie d'arrêter. Ok. Bon, regardez par exemple, vous fumez une cigarette, et vous aspirez à travers le masque, c'est assez sale. Si vous voulez faire une expérience assez redoutable, voir ce que vous respirez vraiment quand vous fumez une cigarette, Ah, si. vous fumez à travers un filtre ou à travers un mouchoir. Oui, un C'est mouchoir, spectaculaire. Hein, J'ai déjà fait, c'est tout noir après. Quand vous faites ça avant toute une carrière de fumeur, au secours. Pourquoi tu trouves un mouchoir? Non, tu prends ton mouchoir et tu. Vous êtes plaques fumeur, dans c'est ça? ta clope. En pointillé, je fume quand je donne des cours à l'EFA, je fume. Pour pouvoir parler aux gens qui sont dehors. Pour aller fumer, les gens qui font ça, Je fume les cigarettes des autres, surtout, présentement. Les cycles respiratoires. Voilà, donc là, on est un peu plus dans la physiologie, savoir comment ça fonctionne. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'inspiration, c'est un phénomène actif. Vous décidez de respirer. Par contre, l'expiration, c'est un phénomène passif. Vous inspirez, ça c'est volontaire, et l'expiration, vous allez forcément expirer à un moment quelconque, même si c'est votre dernier souffle, et ça sera quelque chose de passif. Rappelez-vous, ce que je vous disais, c'est que le temps inspiratoire est relativement brutal, alors que le temps expiratoire est beaucoup plus lent. Le rapport est de 1 à 2. Le travail essentiel, c'est le diaphragme. C'est lui qui sert de piston qui monte et qui fait descendre le soufflet. On verra cette image de soufflet ensuite. Si vous avez des contractions involontaires du diaphragme, ça s'appelle le hoquet. Ok ? Ah, donc là, c'est le diaphragme. Ben oui. Voilà. C'est ce qui perturbe votre ventilation. Ok. Donc vous avez un mouvement réflexe qui est déclenché ou par une pathologie ou par une tumeur, mais surtout par des consommations gazeuses, par la fumée ou des choses de ce genre. Voilà, donc l'inspiration, phénomène actif. En temps normal, c'est contraction du diaphragme éventuellement. Accessoirement, il y a les muscles intercostaux. Donc le diaphragme descend le grille costal, descend les poumons, qui sont tout cet ensemble est attaché par le vide, par les plèvres. Et donc on a augmentation de volume. Entrée d'air. Expiration. Phénomène passif. Donc vous avez un relâchement du diaphragme. Spontanément, il va se relaxer comme il était tendu. Il se relaxe. En se relaxant, il fait monter les coupoles diaphragmatiques, il vide les poumons. Diminution du volume de la cage thoracique et expulsion de l'air. Vous pouvez très bien augmenter tout ça. Vous savez bien que vous pouvez inspirer plus d'air et expirer plus d'air à volonté. Si vous inspirez beaucoup d'air rapidement, vous allez vous trouver dans un état parfois un petit peu bizarre, avec la tête qui tourne. Si vous expirez trop d'air, au bout d'un moment, vous allez vous trouver dans une situation un petit peu paradoxale. On va en avoir l'explication ensuite. C'est-à-dire que vous prenez normalement juste l'air dont vous avez besoin et vous excrétez normalement juste la quantité de gaz carbonique dont vous avez besoin. Quand vous inspirez également du gaz carbonique qui reste de l'expiration d'avant. Ok ? Voilà, donc deux phénomènes, passif, actif. Voilà, c'est le résumé de ce que vous venez juste de voir. Encore la même image, même explication. Retenez l'image du piston aussi. Mais retenez surtout que tout ça, ça ne fait que fonctionner par l'intermédiaire des plèvres. Si les plèvres étaient, même si elles n'existaient pas, si elles étaient complètement collées, ça fonctionnerait aussi. Mais ça fonctionne tellement mieux, alors que c'est bien huilé, hein, que le poumon glisse sur le grille costal à l'intérieur, grâce à l'intermédiaire des plèvres.
Si c'est collé, ça marche aussi. Mais ça pose des problèmes. Ok. On va un petit peu plus loin dans la physiologie. On arrive au niveau de la zone d'échange. Alors, c'est quoi la zone d'échange? Bon, ça, c'est très théorique en pratique, parce qu'on n'arrive pas à faire une coupe d'alvéole. Mais vous avez donc un vaisseau. Là, on est dans une phase d'expiration. Vous avez donc un globule rouge qui arrive, qui est chargé d'une molécule de gaz carbonique. Il va la balancer dans l'alvéole. Ça va communiquer avec l'extérieur. Le globule rouge, il continue. En fait, c'est tout un tas de globules rouges. Vous avez tout un tas de globules rouges qui passent sans rien décharger, ni charger du tout. Imaginez au plan ce que ça représente en termes de vitesse de passage. Je vous parlais tout à l'heure du terrain de foot, une alvéole, c'est un truc, ça mesure même pas un micron, même pas un millième de millimètre. Okay, donc, si vous regardez à l'échelle moléculaire la vitesse à laquelle passe le globule rouge dans l'alvéole, c'est extrêmement rapide. Donc, l'échange, il se fait de façon quasi instantanée. Et donc vous avez tout un tas de globules rouges qui ne sont pas chargés d'oxygène au moment où ils passent dans l'alvéole. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui vit en altitude ou quelqu'un qui fait un sport où il a besoin d'énormément d'oxygène, d'augmenter son nombre de globules rouges? Les gens qui vivent en altitude, les gens qui vivent sur l'altiplano bolivien ou qui vivent au Népal, à 4000 mètres d'altitude, ils ont une augmentation du nombre de globules. Parce que, à ce niveau-là, ils ont besoin d'avoir plus de stock. Ouais, ils ont une augmentation, une polyglobulie d'altitude. Ça se voit, c'est ainsi fait. À côté de ça, vous avez le cycliste standard, qui ne se fera jamais piquer parce qu'il se débrouille bien, qui a un nombre de globules rouges qui est de l'ordre de 20 à 30% supérieur à celui de la population générale. Pourquoi? Parce qu'il prend de l'EPO. Hein. Et ce gars, il est capable d'avoir en stock 20 à 30% d'oxygène en plus que vous. Ce qui fait que quand vous faites du vélo à côté de lui, lui fait de la mobilette. Okay, c'est très spectaculaire. À côté de ça, l'inconvénient, quand vous avez des taux d'hémoglobine à 17 ou 18 au lieu de 13 ou 14 comme la population,